Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Eh bien aujourd'hui nous allons faire un petit rapido parce qu'apparemment vous aimez bien le concept de petit rapido. Donc on va commencer rapidement avec une information qui passe un petit peu inaperçue. Certains médias en parlent mais ne le mettent pas forcément très en avant pour que l'opinion publique puisse se faire une opinion sur la chose. Je veux parler de quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est un sujet qui existe depuis maintenant très très longtemps, et pour preuve c'est que personnellement lorsque je travaillais dans la banque, c'était il y a donc très très longtemps, c'était des idées déjà qui commençaient à émerger. Un des principes, c'était déjà de supprimer les chèques bancaires. Je veux parler évidemment des moyens de paiement et plus particulièrement de l'argent liquide, c'est-à-dire l'espèce, les billets et comme les pièces. Vous le savez, il y a dans certains milieux, dans certaines sphères, des gens qui sont très motivés, qui sont très alertes à l'idée de supprimer l'argent liquide pour différentes raisons. Alors la raison principale aujourd'hui, c'est la sécurisation et la crédibilité des flux financiers, qu'ils soient à la fois dans les modèles de consommation que pour évidemment les systèmes d'échange monétaire internationaux entre les différentes banques, etc. Alors évidemment, ces 30 dernières années, on a énormément fait évoluer les flux financiers, les échanges, on va dire, d'argent entre les banques, c'est-à-dire que aussi bien entre les entreprises, aussi bien dans les achats, dans les imports-exports, dans les échanges, dans les systèmes monétaires liés au marché, de par les transferts d'argent, etc. Aujourd'hui, ce sont des procédés qui sont maintenant électroniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui se baladent avec des valises d'un pays à un autre. Ça se fait peut-être encore, mais là on appelle ça de l'évasion fiscale. Et bien justement, l'évasion fiscale, lorsqu'elle est faite par des transferts physiques d'argent, eh bien c'est ce que plus ou moins aujourd'hui un certain nombre de gens voudraient éviter, c'est-à-dire lutter en supprimant l'argent liquide. Alors c'est un projet qui a déjà suscité un certain nombre d'expériences, par exemple en Suède, il y a déjà des expériences qui ont été tentées, mais derrière évidemment il faut impérativement que les technologies, c'est-à-dire les acteurs des systèmes de paiement que vous utilisez avec une carte, alors carte débit ou crédit, il y ait une harmonisation, pardon, et surtout essayer plus ou moins de trouver des bons compromis sur les systèmes employés. Or, déjà, on est confronté à un problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des réseaux interbancaires fonctionnent avec un système qu'on appelle le système SWIFT. Et le système SWIFT, c'est tout simplement un système américain. Donc il n'y a quasiment pas d'indépendance par rapport à ça. Ce qui a poussé d'ailleurs, suite au conflit qui a opposé certains pays émergents tels que la Russie, la Chine, l'Inde, etc., ce qui a poussé ces pays à développer leur propre système parce que, évidemment, le problème c'est que si vous vous mettez tout d'un coup à dos les États-Unis n'en ont rien à foutre de savoir ou de demander à l'échelle internationale si ça serait bien d'utiliser le SWIFT pour faire de la pression. Non, ils peuvent très bien couper le robinet et du coup ces pays se retrouvent complètement dans la merde. C'est-à-dire que par exemple, tous les touristes iraniens, par exemple, tous les touristes russes qui seraient à l'étranger, eh bien, se retrouveraient sans pouvoir payer quoi que ce soit parce que, évidemment, le réseau de leur pays serait coupé de leur réseau et donc leur banque serait totalement inaccessible et donc ne pourrait plus payer quoi que ce soit alors qu'ils sont à l'étranger. Voilà un exemple de ce qui est aujourd'hui un problème vis-à-vis de ce genre de système. Mais de toute façon, on va revenir un petit peu sur les petits problèmes, enfin les gros problèmes que suscite la suppression de l'argent liquide. Donc l'argent liquide, c'est un projet qui est de longue date et qui prend de plus en plus je dirais, d'idées concrètes à certaines échelles, parce que évidemment le problème de l'argent liquide, c'est la possibilité de laisser des marchés parallèles exister
En effet, si aujourd'hui vous achetez au black, comme on dit, eh bien vous payez souvent en liquide. Lorsque vous faites faire des travaux chez vous par des artisans, par des professionnels, mais sans devoir payer une facture ou faire passer ça sous le nez à la barbe du fisc, eh bien vous payez en liquide. Vous ne faites pas de chèque, vous faites un retrait en distributeur, mais évidemment cet argent, vous pouvez très bien le donner à quelqu'un et toutes les taxes et toutes les charges passent à l'index. Hein. C'est ce qui fait partie du système du travail au black. Eh bien, vous comprendrez bien que si on supprime l'argent liquide demain, eh bien, ça va devenir compliqué, ça va devenir difficile, même si, encore une fois de plus, l'un des soucis, c'est que même si on supprime l'argent liquide, par exemple, si demain on supprime l'euro, eh bien, vous avez des gens qui vont se rabattre sur d'autres monnaies. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi mettre en place des structures de telle manière à ce que les gens ne puissent pas obtenir d'autres devises étrangères, plus particulièrement le dollar, par exemple. C'est-à-dire que désormais, si quand vous partez aux États-Unis, si vous avez envie d'acheter un petit peu de dollars, etc., eh bien, vous ne pourrez l'acheter que sur place. C'est-à-dire vous ne pourrez plus acheter des billets en France. Donc, vous serez forcément donc tributaire de ce problème. Mais ça ne veut pas dire que des gens vont acheter des devises dans les pays d'origine et ensuite les exporter en France, ou les importer en France, pardon, pour justement faire circuler cet argent. Enfin, en effet, ça va compliquer forcément les choses au niveau de la criminalité, au niveau des réseaux parallèles, etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi la suppression de l'argent liquide est très motivante à ce niveau. Alors, en effet, un autre avantage, c'est la sécurisation des données, c'est-à-dire que finalement, vous n'aurez plus besoin d'avoir de l'argent liquide sur vous, donc forcément, ça démotivera des gens de vous agresser pour vous piquer votre argent, ça, évidemment, ça évitera, ça va avoir des conséquences sur la mendicité, par exemple, hein. C'est-à-dire que les gens qui font de la mendicité n'auront plus de raison de faire de la mendicité, puisqu'il n'y aura plus d'argent liquide, tout sera de la monnaie virtuelle, finalement. Vous ne pourrez payer que par des modes de paiement électroniques que sont les cartes, les cartes lecture, magnétiques, puces, et maintenant aussi par identification par fréquence, hein, je ne sais plus exactement, c'est ce qu'on appelle les cartes, c'est-à-dire vous ne touchez pas un matériel, vous passez juste votre carte et il y a une fréquence qui détecte les informations et donc confirme une transaction, avec d'autres outils technologiques, hein, comme par exemple la fameuse puce, vous savez qu'on peut vous mettre dans la main, etc., et posséder des informations pour vous permettre de payer en passant juste votre main comme ça devant un capteur de façon bien précise. Donc voilà, je veux dire, toutes les évolutions technologiques sur le transfert et la transmission et la communication de données jouent aussi leur rôle dans la possibilité d'effectuer des transactions financières ou des achats communément avec l'absence de devises, l'absence de monnaie, d'argent liquide, d'argent physique. Alors, c'est évidemment une idée qui circule depuis maintenant des années. Là, par exemple, on a appris que la BCE va apparemment certainement supprimer, je crois, un certain nombre une ou deux pièces de centimes physiques. Donc, il faut savoir qu'une chose, c'est que, à outil de comparaison, si en Europe, je pense que la suppression de l'argent liquide est quelque chose qui peut être progressif et peut-être être plus facile à installer, ça ne va pas être le cas par contre pour les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, eh bien, il y a toujours le culte du billet vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément encore d'Américains qui utilisent le billet vert. Le billet vert est ce qui est utilisé pour payer les tips, les pourboires par exemple. C'est lorsque vous pouvez faire un pourboire digital, c'est-à-dire lorsque vous payez avec une carte bleue, tous les tickets sont équipés d'un espace où vous pouvez déterminer le pourboire que vous donnez, mais en général, ça, par exemple, pour ceux qui, à l'avenir, peut-être seront amenés à voyager aux États-Unis, un petit conseil, c'est que si, par exemple, vous allez dans un restaurant, pour le pourboire au restaurant ou dans un bar, c'est préférable de laisser le pourboire en
espèces, c'est-à-dire de laisser quelques billets plutôt que de faire sur le ticket, parce que malheureusement, il y a certains patrons de bar qui parfois sont un petit peu pas forcément très honnêtes et font en sorte que la totalité de la facture que vous payez, eh bien tout va dans sa poche et il ne déclare pas le type. Alors ça existe, hein, donc c'est pour ça qu'en général, par tradition aux États-Unis, il est préférable de laisser le type en espèces, de laisser quelques petits billets. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc l'usage du billet vert, l'usage du dollar aux États-Unis reste encore très courant. Par exemple, vous avez beaucoup d'Américains qui sont aujourd'hui, on va dire, des pauvres, qui essaient de gagner 2-3 billets pour, par exemple, mettre de l'essence. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup d'Américains qui, quand ils veulent mettre de l'essence, payent en espèces. Vous avez encore beaucoup d'Américains aujourd'hui qui n'ont pas accès aux cartes de crédit ou cartes de débit. Ils ont juste une carte, c'est l'équivalent d'une carte de débit qui correspond à ce qu'on appelle la banque alimentaire. C'est aujourd'hui la banque alimentaire américaine, c'est une carte avec de l'argent versé tous les mois dessus. Mais comme ce sont des gens qui sont souvent soit très endettés, etc., donc ils n'ont pas accès à des modes de paiement, ils n'ont pas accès même des fois à des comptes bancaires. Donc ils ont le bénéfice d'utiliser encore l'espèce, d'utiliser encore l'argent liquide pour pouvoir s'acquitter de leurs différents achats. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, la suppression de l'argent liquide, c'est très compliqué, quoique il y a énormément d'efforts et d'évolutions dans ce domaine. Moi, pour vous donner un exemple, je suis arrivé aux États-Unis en 2012. En 2012, il y avait encore des cartes de crédit qui n'avaient pas de puce. C'est-à-dire que c'était encore des banques magnétiques. Vous aviez même encore des modes de paiement dans certains bars qui étaient faits au sabot. Vous savez, ces fameux sabots qui étaient faits... Ça existait encore aux États-Unis en 2012. Bon, sauf que justement, avec les problèmes financiers, avec la crise, etc., ça fait réagir finalement les banques américaines. Et aujourd'hui, en l'espace de quelques années, on est passé de ces vieux procédés bien connus à des cartes à la fois à puce, mais aussi des cartes à fréquence, vous pouvez passer justement sur des supports et payer faire du paiement digital sans attouchement. Donc voilà, il y a véritablement une motivation qui commence à venir ici aux États-Unis sur l'usage technologique, et on le voit, beaucoup d'aujourd'hui de technologies se sont incrémentées aujourd'hui dans les modes de paiement, et l'avantage qu'il y a aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de frais qui sont rajoutés, ou très peu, sur les commerçants, si bien qu'il n'y a pas de limite d'usage. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter 2 ou 3 dollars un objet avec une carte de crédit. C'est-à-dire que c'est pas comme en France, ou alors peut-être qu'en France ça a peut-être changé depuis, mais je me souviens que vous aviez encore, vous pouviez pas utiliser votre carte de crédit à moins de 15 € d'achat. Donc, enfin, ça vous pouviez même pas acheter votre baguette de pain avec une carte bleue, tout simplement parce que les commerçants, du fait des frais qui sont pris par les sociétés de TPE, c'est-à-dire ces fameux boîtiers qui permettent de payer avec des cartes bleues, les terminaux, comme on les appelle plus vulgairement, les sociétés qui s'occupent de ça, en général, ont une commission sur toutes les transactions. Donc vous pensez bien qu'au-delà d'un certain montant, en dessous d'un certain montant, pardon, bien le commerçant, c'est pas du tout rentable d'utiliser ce mode de paiement-là. Donc ça, c'est des procédés qui, à terme, vont être supprimés, forcément, parce que si on supprime l'argent liquide, il va y avoir à un moment donné une répercussion, c'est-à-dire que vous pourrez acheter votre carte avec votre carte bleue, vous pourrez acheter votre baguette de pain. Donc ça, il va falloir faire évoluer les choses. Et ça, aux États-Unis, ça commence aussi à venir. On a de plus en plus aujourd'hui ces outils technologiques qui vont dans ce sens de faciliter finalement les modes de paiement électroniques. Et donc, vu aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire dans une période économique internationale extrêmement sensible, voire en état de crise, la pandémie a un petit peu accéléré le mouvement sur ces projets, et on commence à reparler de la suppression de l'argent liquide. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des médias tout publics, c'est des médias de masse, qui commencent à en faire véritablement des articles, parce que, évidemment, il va falloir commencer à faire la promotion de cette suppression de l'argent liquide, commencer à préparer les esprits de la population par rapport à ce projet. Ce projet, bien, il commence à devenir
véritablement concret à cause justement de cette pandémie et à cause de la situation et des conséquences économiques qu'apporte aujourd'hui la pandémie, puisque même si la pandémie officiellement a été déclarée au mois de mars, on savait déjà qu'il y avait un phénomène en Chine qui allait forcément avoir des conséquences et des répercussions à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, on s'étonne que cette idée de suppression de l'argent liquide à terme eh bien, ait motivé un certain nombre de discours très intéressants. Et parmi ces discours, eh bien, il faut savoir qu'il y a Christine Lagarde qui est aujourd'hui la présidente de la BCE, mais qui était avant cela la présidente du Fonds monétaire international, qui nous a parlé d'un euro numérique très récemment, et que la BCE lancerait donc une expérimentation sur 6 mois pour voir comment cet euro numérique pourrait fonctionner. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire l'euro numérique? Tout simplement, ça veut dire donner un statut précis à tout simplement de l'écriture virtuelle, c'est-à-dire faire en sorte de motiver les gens à n'utiliser que leur carte bleue, c'est-à-dire ne plus utiliser d'argent liquide, c'est-à-dire on valorise l'écriture virtuelle en matière bancaire et en matière de transactions, quitte même à utiliser un procédé qu'on appelle tout simplement la crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie, ce sont comme le Bitcoin, vous avez entendu parler du Bitcoin, eh bien ce sont des monnaies, mais des monnaies qui n'existent pas physiquement. C'est-à-dire que ce sont des monnaies qui n'existent uniquement que dans les milieux virtuels. Et c'est encore pire lorsque ce sont des monnaies qui rentre dans un statut d'échange et de spéculation de marché, mais qui n'est pas reconnu en tant que système monétaire. L'euro est un système monétaire, le dollar est un système monétaire, alors que le Bitcoin n'en est pas. Et ce que voudrait faire la BCE, c'est de faire en sorte de créer une sorte de équivalent à la monnaie, au statut monétaire de l'euro, c'est-à-dire lui extraire son statut monétaire pour en faire une monnaie numérique qui sera beaucoup plus facile, beaucoup plus malléable, mais aussi, un tant soit peu, beaucoup plus risqué. Alors évidemment, le fait d'avoir une monnaie numérique, c'est la capacité d'avoir quelque chose de beaucoup plus malléable, avec donc ce qui offre des marges de manœuvre beaucoup plus importantes, autant sur les marchés que sur les échanges internationaux. Et puis aussi, on assure que c'est plus de sécurité pour les ménages, les entreprises, oui, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de risque de vol, il n'y a pas de risque de détournement de fonds, si ce n'est, en effet, par contre, sur les valeurs numériques, c'est-à-dire les valeurs qui sont celles enregistrées dans des bilans informatiques, etc. Je veux dire, l'informatique n'est pas totalement sécurisée tant que derrière vous avez des gens qui peuvent avoir un geste mal intentionné. C'est aussi ça le truc. La preuve en est, c'est que on a souvent des scandales, enfin des affaires dans certaines banques où vous avez des employés de banque, des conseillers, etc., qui réussissent à détourner parfois des sommes importantes au détriment des fois surtout de la banque, de la crédibilité de la banque, mais aussi de clients. Parce que, évidemment, c'est du vol d'argent sur des comptes de clients. On a eu ces affaires, par exemple, de certains conseillers financiers qui s'étaient amusés à profiter de la vieillesse de certains de ces clients pour ponctionner de façon assez régulière des petits montants et faire des transferts de petits montants, parce que malheureusement ces personnes âgées-là ne faisaient pas du tout attention à leur compte, ne suivaient pas du tout l'évolution de leur compte, etc. Ce sont finalement un des enfants, par exemple, qui un jour va avoir la curiosité de plonger le nez dans des relevés, mais où sont les relevés? Il n'y en a pas, parce que mon conseiller m'a dit que maintenant les relevés c'est sur Internet, etc. Alors vous imaginez bien, la pauvre vieille ne connaît rien en Internet, donc elle n'a absolument aucun support pour suivre ses dépenses, etc. Et il se trouvait que le fils, un jour s'est rendu compte que sur le relevé, il y avait des virements qui étaient effectués, des virements totalement injustifiés, et c'est ce qui a déclenché une enquête, et l'enquête a révélé que finalement c'était ce conseiller financier qui, de temps en temps, pompait de l'argent sur ce compte-là. Donc ça, c'est une pratique qui malheureusement ne peut pas être évitée, on va dire.
là, on se repose sur le professionnalisme, sur la responsabilité même des banques et de leurs employés à être respectueux des règles, à être honnêtes, on va dire. Sauf qu'évidemment, l'honnêteté, parfois, chez les banques, c'est un pléonasme. Donc, Christine Lagarde commence déjà à mettre un jalon sur cette question, mais on a aussi la Banque des règlements internationaux, donc, qui est l'organisme qui gère, qui régule plus ou moins les systèmes d'échanges internationaux, et vous avez au sein de cette organisation quelqu'un qui confirme l'idée dans ce sens, c'est Ben Wacker, qui est responsable du pôle innovation dans le centre de Bâle, donc en Suisse, qui explique que l'idée de vouloir créer cet euro numérique a été considérablement motivé par un autre phénomène, un phénomène qui est apparu, je crois, l'année dernière, lorsque Facebook a annoncé qu'il voulait créer sa propre crypto-monnaie, le fameux Libra. Et là, ça a mis un petit peu la panique, parce que le problème du Libra, c'est que, encore une fois de plus, c'est une monnaie virtuelle, qui n'a pas une existence ni un statut monétaire international, mais qui peut avoir une valeur au même titre que le Bitcoin. Et le danger de ce genre de monnaie, c'est que si par exemple, imaginez demain, vous avez un euro qui commence à se péter la gueule, eh bien les gens vont pouvoir faire une convertibilité de l'euro vers le Libra, et le Libra, lui, garderait une valeur, mais une valeur qui est beaucoup plus volatile par rapport à une monnaie classique, on va dire, mais au moins les gens, si l'euro s'effondre, eh bien, ont des chances de pouvoir préserver un patrimoine financier, mais en dehors du système monétaire. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui fait le reproche par rapport aux crypto-monnaies, c'est que ces crypto-monnaies finalement échappent un petit peu au fonctionnement même du système monétaire international, parce que dépendant de régulation, dépendant de systèmes numériques totalement à part, totalement différents des processus de gestion et de valorisation, on va dire, des monnaies à l'échelle internationale. Mais comme je l'ai dit précédemment, avec par contre, en revanche, une volatilité qui est beaucoup plus dangereuse. C'est-à-dire que là où encore une monnaie internationale, par exemple, vous avez des gens aujourd'hui qui investissent sur la couronne suédoise, par exemple, mais si vous voyez que la monnaie commence à perdre de la valeur, voilà, tout de suite, soit vous rachetez, vous revendez ce que vous avez acheté en couronne suédoise, etc. Alors que le Bitcoin, ou toutes les crypto-monnaies en général, ont une variation extrêmement rapide, c'est-à-dire que vous n'avez même pas le temps de vous rendre compte que le Bitcoin, par exemple, est en train de se péter la gueule, que le temps que vous passez l'ordre, etc., vous avez, ça se trouve, déjà perdu de l'argent. C'est un peu ça le problème aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Et donc, qu'est-ce qui a motivé finalement cette idée d'euro numérique, cette affaire du Libra de Facebook, qui a finalement réveillé un petit peu les consciences sur le fait qu'à terme, il allait falloir trouver des solutions pour essayer de satisfaire le besoin à un moment donné des consommateurs, des gens, de pouvoir mettre leur argent dans quelque chose d'autre que des monnaies nationales. Alors, ça complique encore plus le système, mais là où c'est très intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pandémie a un petit peu accéléré un petit peu le mouvement sur ce sujet-là, et surtout avec l'idée de reset, ce fameux reset. On est quand même assez étonné de voir qu'au forum de Davos, le 24 janvier dernier, avant même de parler de Grand Reset, donc le Grand Reset qui a été plus ou moins inspiré, motivé par les impacts économiques de la pandémie, avait annoncé la création d'un consortium international pour définir un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire que déjà au forum de Davos, le 24 juin, donc le 24 juin, je rappelle, on n'est pas encore en déclaration pandémique par l'OMS, mais par contre la pandémie a commencé déjà depuis le mois de novembre en Chine. Donc ça veut dire que le forum de Davos, il y a des gens qui étaient déjà informés sur le fait que le problème du coronavirus chinois allait forcément s'étendre à l'échelle internationale, avec toutes les conséquences économiques. C'est pour ça qu'on est beaucoup aujourd'hui sur Internet à penser que dès la fin de 2019, il y a eu des indicateurs qui sont arrivés au rouge, qui annonçaient une crise ou un crack
inévitable, et que finalement, ce Covid, il est tombé à point nommé pour sauver les meubles. Mais voilà, ça c'est une théorie. Après, je vous laisse penser ce que vous voulez. Mais quand vous avez le 24 janvier, donc avant que on ait véritablement les effets d'une véritable pandémie se faire, commencer déjà à vouloir poser des jalons pour créer une entité de gestion, une entité de réglementation des crypto-monnaies. Et donc, en revanche, là où c'est assez inquiétant, et là je viens en venir au côté un petit peu négatif de la chose, c'est que si en effet on va vanter la sécurité, on va vanter l'efficacité, la crédibilité, la rapidité des traitements financiers grâce aux procédés numériques, grâce aux écritures virtuelles, grâce à toutes ces technologies de paiement numérique au détriment d'un physique, au détriment d'un chèque, au détriment de l'argent liquide. Le forum de Davos propose quelque chose qui en effet est tout à fait légitime, parce qu'il faut réguler, parce qu'il faut quand même un organisme pour mettre le haut là, pour éviter les excès, les débordements, et surtout régler les litiges, si litiges il y a. Sauf que ce consortium, sera constitué en fait d'un grand nombre de banques privées, d'un grand nombre d'entreprises, de grandes entreprises privées, et d'un certain nombre d'ONG. Donc déjà là, on se dit, mais attention, en effet, si ce sont peut-être des acteurs importants aujourd'hui de l'économie mondiale, ce sont aussi des acteurs privés qui ont le même objectif, à part les ONG, quoique certaines ONG malheureusement sont un petit peu aussi dévoyées des intérêts idéologiques et politiques malgré ça. C'est que finalement, on va donner les clés d'une gestion d'un patrimoine mondial de monnaie numérique à des gens qui sont les premiers à jouer le cadre de leurs intérêts, c'est-à-dire de la lucrativité et de la rentabilité et du gain de leur entreprise, de leur structure. Et que tout ce qui peut jouer éventuellement dans le cadre de l'intérêt public, de l'intérêt général, de la réglementation, je dirais, logique, sensée, sans parti pris, etc., là, il y a quand même un petit danger non négligeable. Et ça accentue encore plus la collusion, finalement, entre les intérêts privés et les intérêts publics. L'intérêt public, c'est ce qui est censé gérer l'intérêt général. Or, les intérêts privés, en règle générale, sont en conflit d'intérêts avec l'intérêt général. Et puis surtout, la disparition de l'argent liquide. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sécurise et ça va nuire considérablement à certains business illégaux, ça va nuire à des transferts illégaux, etc. Mais l'autre problème que ça va poser, c'est le problème qui va vous concerner, vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va donner un moyen de pression sur vous par rapport à vos libertés. C'est-à-dire votre liberté de penser, votre liberté d'opinion. C'est-à-dire, aujourd'hui déjà, on peut le constater que si vous devenez quelqu'un de dangereux, idéologiquement parlant, si vous devenez un dissident, si vous devenez un résistant idéologique, ou même politique, si vous êtes quelqu'un qui commence à devenir trop dangereux pour l'establishment ou pour les États profonds, eh bien leurs outils, ça va être ça. Ça va être tout simplement vous couper les vivres parce que vous n'aurez plus d'argent liquide. C'est-à-dire vous ne pourrez même plus payer quoi que ce soit, vous ne pourrez plus vivre, vous n'aurez plus de vie sociale. Vous perdrez finalement votre existence, même votre statut même de citoyen, parce que vous n'aurez plus accès à votre patrimoine financier, vous n'aurez plus accès à votre argent, vous n'aurez plus accès à votre compte bancaire, c'est-à-dire tout sera bloqué. C'est ça le véritable danger, en vous rappelant que c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque quasiment aujourd'hui les banques, c'est elles qui ont votre argent, c'est votre argent, mais c'est elles qui limite, je dirais,
vous impose ces règles d'usage de votre propre argent. Regardez bien, si vous allez dans une agence aujourd'hui, vous voulez retirer 2500 euros, vous ne pouvez pas. Vous devez être obligé de prévenir votre banque pour qu'elle prenne les dispositions pour avoir l'argent liquide. Et même un argent liquide, c'est pas sûr que vous les ayez parce que la banque, elle va vous faire les misères pour vous dire mais pourquoi pourquoi vous voulez cet argent? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Ah bah vous voulez acheter une voiture. Ah mais dans ce cas-là, nous vous offrons la possibilité de faire un achat avec un chèque certifié, par exemple, ou si vous de vous faire proposer un crédit, par exemple, un petit crédit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, vous ne pouvez pas, à l'exception encore de pouvoir retirer de l'argent dans les distributeurs, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez avec votre argent, même si l'achat numérique, lui, il est soumis à des règles, il est soumis à des principes. C'est-à-dire, par exemple, que lorsque vous achetez quelque chose avec votre carte de crédit sur Internet, eh bien, sachez que votre achat va rentrer dans des fichiers d'information, des fichiers qui vont ensuite être utilisés pour vous promouvoir la prochaine fois des produits, alors de produits de la même marque ou des produits d'autres marques, etc. C'est-à-dire que tout finalement va être lié, c'est-à-dire tout votre mode de consommation, toutes vos habitudes de consommation sont déjà d'ailleurs scruter à la loupe pour essayer de cerner votre personnalité, votre genre, votre statut, voire même suivant vos achats, vos idées politiques, vos préférences religieuses, vos orientations idéologiques, etc. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ceci près, c'est que ça ne peut fonctionner uniquement sur les gens qui évidemment utilisent leur carte bleue, font des achats internet, etc. Il est évident que les personnes âgées, qui sont peut-être moins emprunts à utiliser une carte bleue ou une carte de crédit et qui continuent à utiliser l'argent liquide pour acheter des trucs qui à la limite sont des trucs pour eux utiles et pas forcément, et ne pas pouvoir justement laisser tous ces algorithmes déterminer leur profil de consommateur. Eh bien, avec l'absence d'argent liquide, eh bien là, on aura véritablement l'outil par excellence pour peut-être à la fois suivre les modes de consommation, les modes de pensée des individus, voire même faire du flicage financier, au cas où certains individus auraient tendance à sortir un petit peu des clous, ou auraient tendance à vouloir affirmer leur indépendance, ou vouloir promouvoir des idées subversives, etc. Eh bien, hop, grâce à l'argent numérique, eh bien, on vous coupe les vivres assez rapidement. Donc ça, voilà, c'est un débat. C'est un débat qui suscite énormément de réflexion. Alors évidemment, les débats qui existent aujourd'hui sont faits entre des gens qui finalement sont tous du même avis, parce qu'ils ont tous le même intérêt, mais finalement, ceux qui sont les principaux concernés, ce sont les peuples, et il semblerait bien que les peuples, finalement, aujourd'hui, n'aient absolument pas leur mot à dire, parce que même les représentations parlementaires, de toute façon, seront en collusion et diront oui à tout. Il n'y aura pas de référendum, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BCE peut très bien décider demain de supprimer dans un plan de 5 ans, 6 ans, l'argent liquide progressivement. Et les peuples européens n'ont absolument pas leur mot à dire. C'est-à-dire qu'aucun référendum ne sera fait pour demander si les peuples veulent voir leur souveraineté monétaire, là je parle à l'échelle européenne, c'est même pas dire aux Français non, parce que les Français utilisent la même monnaie que les Allemands, que les Belges, etc. Donc là c'est la souveraineté monétaire européenne, eh bien, il n'y aura absolument pas de référendum pour savoir si les peuples sont d'accord ou non pour se voir supprimer l'argent liquide et voir être totalement dépendant de la technologie entre les mains d'organismes, comme je vous l'ai dit, ce fameux consortium, du consortium international pour définir la gestion et les règles des monnaies électroniques, on n'aura absolument aucun droit dessus, et même
on n'aura même pas un droit de regard dessus, hein, comme la BCE par exemple, hein, et comme la Commission européenne. Hein. La Commission européenne, le peuple aujourd'hui n'a absolument aucun levier contre ces organismes. Donc finalement, on est en train de voir un totalitarisme monétaire qui va s'installer progressivement par la suppression de l'argent liquide. L'argent liquide était finalement la dernière liberté financière que l'on pouvait posséder pour pouvoir acheter ce que l'on voulait, sans devoir rendre compte ou expliquer ou être scruté dans ses modes de consommation par rapport à des tierces. Avec l'absence d'argent liquide, ça sera terminé. C'est-à-dire que le moindre achat que vous ferez sera directement et systématiquement rentré dans des cases, dans des fichiers qui permettront le profilage de votre personnalité en tant que consommateur, mais aussi de votre personnalité en tant que citoyen dans ses choix, ses idées et ses opinions. Donc, à méditer, à suivre, mais apparemment là on va commencer à voir un pas qui va se mettre en place avec la création d'un euro numérique et avec évidemment à terme l'issue fatale de voir un jour une proposition qui sera forcément acceptée de tous, d'une suppression progressive des espèces de l'argent liquide. Deuxième sujet, vous en avez entendu parler, c'est suite au discours de Macron, et plus particulièrement intronisé par les séparatismes. Alors le séparatisme est un bien grand mot parce que finalement c'est un mot un petit peu fourre-tout, qui ne veut pas dire et ne veut pas pointer du doigt le véritable problème aujourd'hui qui a amené M. Macron à parler de séparatisme. C'est l'idée d'enseigner l'arabe à l'école. Alors soyons très clairs, il ne suffit, ce n'est pas l'idée qui est parfois circulée dans les réseaux sociaux, qu'on va rendre l'arabe obligatoire dans les écoles. Non, il n'est pas question de rendre l'arabe obligatoire. L'arabe sera une option, l'arabe sera une proposition, au même titre que l'enseignement d'un certain nombre de langues, comme quand vous rentrez en 6e, on vous demande de choisir une langue. Alors, le plus souvent, évidemment, il faut choisir les langues que l'école dans laquelle vous allez, ou dans le collège dans lequel vous allez aller, enseigne. Il est évident que si certains demandent à vouloir être enseignés à du japonais, quoique le japonais c'est un petit peu démocratisé maintenant, mais sur des langues un petit peu moins usuelles, on va dire, en règle générale, en 6e, les choix sont assez limités entre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, voire peut-être aujourd'hui offre aussi la possibilité de commencer à apprendre d'autres langues telles que le chinois, mandarin, cantonais, ou le japonais, ou le russe, ou d'autres langues, etc. Mais en règle générale, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, quand vous rentrez en 6e, le gamin est obligé de choisir entre l'anglais ou l'allemand. Je pense, enfin rectifiez-moi, confirmez-moi la chose dans les commentaires. Si aujourd'hui, quand un élève rentre en 6e au collège, quels sont les choix qui lui sont proposés en matière de langue? Et donc, eh bien, on voudrait proposer le choix optionnel de pouvoir enseigner l'arabe. Alors, l'argument premier qui joue en faveur de cette volonté, c'est tout simplement de dire, ben oui, le problème c'est qu'en France aujourd'hui, vous avez des Français ou des étrangers qui voudraient que leurs enfants apprennent l'arabe parce que c'est la langue de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, c'est leur langue, de l'origine familiale, et qu'on veut préserver cette origine familiale au même titre que beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont des parents d'origine portugaise, espagnole, italienne, allemande, anglaise, etc. Eh bien, les parents souhaitent que leurs enfants puissent connaître au moins la langue de leur père, la langue de leurs grands-parents,
Ce qui, je dirais, à la limite, n'est pas répréhensible en soi. Qu'aujourd'hui, des enfants soient enseignés à l'arabe, alors que leurs parents, leurs grands-parents sont d'origine maghrébine, ou du Moyen-Orient, etc. Je dirais, à la limite, pourquoi pas? Là où ça pose problème, c'est que jusqu'à présent, on était parti du principe que dans l'école de la République, on faisait de l'enseignement général, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de l'enseignement de spécificité. C'est-à-dire que les parents, si des parents étaient espagnols, italiens, voulaient que leurs enfants parlent l'italien et l'espagnol, eh bien dans ce cas-là, ils avaient recours à des cours optionnels, c'est-à-dire des cours supplémentaires qui étaient enseignés dans certains collèges, comme moi par exemple quand j'étais au collège à l'époque, les langues obligatoires qu'on avait c'était soit l'anglais ou l'allemand en sixième. Après on avait le choix entre, je crois, en seconde langue, il y avait l'espagnol, l'italien, et je crois qu'il y avait, avant que je parte, il y avait peut-être un cours de chinois ou un truc comme ça. Donc ça, c'est le cursus, je pense, le cursus logique, le cursus normal, mais justement pour permettre à des enfants d'étrangers de pouvoir suivre des cours en plus, hein, c'est-à-dire en dehors du cycle scolaire normal, certains collèges offraient la possibilité d'enseignement de certaines langues optionnelles. Alors certains en prenaient parce que les parents voulaient que leurs gamins apprennent le chinois dès la sixième, etc. Donc vous voyez, je dirais à la limite, pour l'enseignement des langues, là où malheureusement les Français sont assez une mauvaise réputation en matière d'apprentissage des langues, je dirais à la limite pourquoi pas. Et donc intégrer l'arabe, vu qu'on a quand même en France aujourd'hui plusieurs générations issues du Maghreb, des pays du Moyen-Orient, qui parfois certains ne parlent pas l'arabe, et peut-être que les parents juste voudraient que leurs enfants puissent au moins avoir des notions et puissent comprendre la langue arabe. Non, en réalité, alors moi je ne suis pas contre, si vous voulez, pourquoi pas, ça serait au même titre de ce principe d'égalité de la République, d'offrir la possibilité à des gens d'enseigner l'arabe, pour des raisons, voilà, des raisons d'affiliation, de tradition, etc. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui pose véritablement problème? Eh bien, comparativement aux autres langues, le problème qu'il y a avec l'arabe, c'est que l'enseignement de l'arabe pourrait ouvrir une porte à de l'idéologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, évidemment, on réfléchit sur l'idée de créer une sorte de label professoral de l'arabe, c'est-à-dire s'assurer que les professeurs d'arabe ne soient pas des gens affiliés à des idéologies religieuses, politiques, etc. Sauf que c'est évidemment pas simple. En fait, on revient au même problème qu'avec les imams. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la garantie qu'un imam à qui on va confier la responsabilité d'une mosquée ne va pas finalement profiter pour faire véhiculer des discours salafistes, des discours radicaux, etc. Et c'est le même problème qui se pose aujourd'hui sur l'enseignement de l'arabe vis-à-vis de l'enseignement en général, et surtout au niveau du service public, c'est-à-dire de l'enseignement public. C'est de voir l'arabe, en fait, laisser entrer l'idéologie religieuse, c'est-à-dire laisser entrer des notions, des paramètres, des enseignements, des prosélytismes islamiques. Il est là le problème. Donc c'est pour ça que on veut essayer de faire un label AOC de professeurs d'arabe, mais quelle est la garantie? Il n'y en a pas, il n'y a pas de possibilité d'avoir des garanties. Un professeur peut très bien vous dire « Ah mais moi je suis un professeur laïque, je suis un musulman modéré, non croyant, etc. » Alors en réalité, ça va être un professeur qui va être rodé à l'art d'enseigner l'arabe, mais aussi d'y intégrer des idéologies religieuses, islamiques, avec des discours radicaux, etc. C'est-à-dire que la solution, ça serait finalement d'enregistrer par vidéo tous les cours d'arabe et ensuite de passer les vidéos au crible de certaines personnes qui parlent l'arabe pour comprendre si oui ou non le professeur fait du prosélytisme quelconque, etc. Enfin, vous voyez, là, ça devient ridicule. Donc, mais
encore une fois, est-ce que cette idée n'est pas un moyen pour Macron finalement de caresser dans le sens du poil la communauté musulmane? Parce qu'en réalité, que ce soit pour des parents de vouloir voir leurs enfants enseigner la langue de leur père, c'est l'autre argument qui est sorti, c'est que si on laisse un marché se libéraliser sur l'enseignement de l'arabe, là par contre on n'a plus aucun contrôle, c'est-à-dire que déjà les enseignements qui sont faits dans le cadre de catéchisme, le catéchisme catholique, on sait ce qu'il y a dedans, hein, c'est du prosélytisme, mais au moins on sait ce que c'est. Alors que dans les mosquées, par exemple, il y a certaines mosquées, il y a certaines associations, il y a certaines associations communautaires qui se sont montées sur l'enseignement parfois de la culture musulmane et de l'arabe, mais le problème c'est qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui s'y dit, donc ce sont peut-être des associations tout à fait honnêtes, tout à fait objectives et qui respectent un certain principe de laïcité, comme ça peut être aussi des associations qui sont très prosélytistes sur l'enseignement de l'arabe en utilisant l'arabe comme prétexte pour enseigner en fait le Coran, la religion politique islamique. Même si, ce qui est assez amusant, c'est qu'en France, on se rend compte qu'on a quand même des financements associatifs, des financements philanthropiques de ces associations, etc., qui sont souvent, parfois, liés aux frères musulmans, par exemple. Donc, à partir du moment où c'est lié aux frères musulmans, on sait pertinemment ce qui se cache derrière la couverture, ce qui se cache derrière les coulisses, par rapport à ces financements sur des associations, parfois qui montent toute patte blanche, hein, mais qui, malheureusement, dans leur contenu, sont très clairement affiliés à de la divulgation et du prosélytisme politique islamique. Donc c'est un débat, en effet, mais encore une fois de plus, je pense que cette idée de séparatisme, cette loi du séparatisme, etc., j'ai lu un petit peu les contenus, si vous voulez, en dehors justement de ce problème de la langue arabe enseignée dans les écoles. C'est un petit pareil, c'est un petit peu un fourre-tout assez complaisant. Alors on y trouve en effet des choses qui peuvent être intéressantes sur la crédibilité, sur la certification, sur le contrôle, etc. Mais malheureusement, vous savez aussi bien que moi, qu'entre des lois qui sont votées et la mise en pratique, parfois il y a d'énormes différences, parce qu'on peut très bien décréter une loi pour faire plaisir à l'opinion, et derrière ne pas mettre les budgets, ne pas mettre les moyens pour finalement se rendre compte que cette loi est totalement inactive, et totalement inefficace et ne sert strictement à rien, parce que derrière, on ne met pas les moyens, on ne met pas les personnes, et finalement on se retrouve avec des dérapages, comme déjà aujourd'hui au niveau pénal, au niveau judiciaire, on se rend compte que un certain nombre de lois qui existent, et ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que je disais sur un des principes de la République qui est la laïcité, c'est que si la laïcité impose par la loi et par la règle un certain nombre de principes, on se rend compte que par complaisance, par consensus, par tolérance, eh bien on réussit à faire glisser des infractions à la règle pour soi-disant bien coordonner, je dirais, une sorte de respect, une sorte mais en réalité servir un opportunisme politique, un opportunisme électoral, un clientélisme évident et très clair, ce que j'ai déjà traité d'ailleurs dans cette vidéo concernant la laïcité. Donc voilà, je pense que cette idée d'enseigner l'arabe, je dirais, sur la base, n'est pas contestable, on va dire, mais malheureusement, sur la pratique, sur la mise en place et sur le contrôle, là, j'émettrais énormément de doutes sur l'efficacité de ce principe. Et enfin, dernier point pour ce rapido, j'ai encore récemment eu une petite joute assez intéressante avec quelqu'un qui faisait, pour servir son propos, avait fait une comparaison sur le fait que l'Afrique a été à l'origine des premiers royaumes, des premiers empires, alors que pendant ce temps-là, les Gaulois étaient encore dans les cavernes. Alors cet outil de comparaison, évidemment, a fait sursauter un certain nombre de gens qui ont répondu dans les commentaires de façon assez virulente. Je ne suis pas tombé dans ce piège et j'ai plutôt essayé de remettre des choses dans l'ordre. Alors,
À ce monsieur, je lui ai rappelé que, oui, en effet, les premières sociétés, on va dire, structurées, sédentaires, qu'on a pu observer, eh bien, ont donné naissance, en effet, à deux civilisations importantes qui ont été celles égyptiennes, puisque la première dynastie, on estime qu'elle est née aux alentours du 3e millénaire, 3150 ans avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne, et puis évidemment l'empire mésopotamien. Même niveau, qu'est-ce qui se passait en Europe? Eh bien en Europe, les Gaulois, alors déjà je rappelle, Gaulois est un petit peu un terme subjectif parce qu'en réalité, de Gaulois, les Gaulois étaient c'est en fait une reprise, on va dire, d'un terme usuel, mais qui en réalité ne résumait pas ou ne désignait pas les véritables populations qu'il y avait en Europe et plus particulièrement en France. Pour ce qui concerne la France, il faut savoir qu'à la même époque, 3e millénaire, on a pu déterminer trois types de cultures essentielles sortant du néolithique qui ont forgé on va dire les trois influences les plus importantes en matière de culture à l'échelle française, qui ont été les Celtaïs qui ont donné donc celtique, d'où la raison pour laquelle très souvent on dit que les Gaulois étaient plus souvent étaient plus des Celtiques que le Gaulois, mais le Gaulois finalement était le Gaulois est un moyen de résumer un ensemble de populations qui existaient en France, de ce qu'on appelait la Gaule, hein, si vous voulez, mais majoritairement tenue par des Celtes, par de la culture celtique, mais il y avait aussi la culture des Belgium, les Belgum en latin, je crois, qui donnera par la suite l'évolution du nom de Belgique, et puis les Aquitanie, l'Aquitaine. Voilà, c'était les trois peuplades qui étaient déjà des peuplades sédentaires, qui étaient déjà des peuplades organisées, qui étaient déjà des peuplades qui avaient construit des villages, etc. Donc il y avait déjà des structures, des hiérarchies qui existaient à cette époque, à la même époque où commençait à naître le premier empire Égypte, la première dynastie d'Égypte. Donc j'ai expliqué ça à ce monsieur, etc. Et puis ce monsieur, il a commencé à venir sur la religion, sur le fait que notre Dieu nous laissait tomber, la sphère du déclin, etc. En réalité, donc, cette personne a été jusqu'à même me donner une référence de ses opinions sur un historien, alors je ne me souviens plus de son nom, c'est Obsoné, quelque chose comme ça, je vous le dirai, je vous le mets là hein, pour vous dire. Mais en réalité, c'est pas un historien pur, c'est ce qu'on appelle un historien scolaire, c'est-à-dire un historien qui a vulgarisé l'histoire pour l'enseignement de l'histoire dans les écoles. D'autant plus que c'était un monsieur qui, historiquement parlant, par contre, était un spécialiste plutôt d'événements du XXe siècle, mais qui n'était pas du tout un spécialiste de l'Antiquité ou des origines de l'homme, etc. Mais il m'a donné cette personne-là en référence, et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit oui, c'est un historien, mais scolaire, c'est-à-dire que c'est un vulgarisateur, et qui plus est un vulgarisateur, comme il en existe aujourd'hui, dont certains même s'amusent à faire de la réécriture historique, c'est-à-dire ces mêmes vulgarisateurs qui aujourd'hui, par idéologie, sont en train d'enseigner aux gamins que finalement Napoléon était un dictateur. Voilà, c'est déformer des faits historiques, les transposer à des phénomènes, à des valeurs, à des jugements de valeur de notre époque contemporaine, pour étiqueter un certain nombre de personnages, pour étiqueter un certain nombre d'événements historiques, tout en occultant les contextes, en occultant les situations, en occultant la période avec ses cultures, avec ses mœurs, etc., qu'on ne peut pas comparer à ce qu'aujourd'hui nous estimons être juste ou injuste, bien ou mal, etc. Mais malheureusement, sur Internet, faut faire très attention parce qu'on est souvent confronté à ces gens-là qui réussissent, alors parfois avec beaucoup de subtilité, beaucoup de conviction, à nous faire croire qu'ils détiennent le savoir pour nous affirmer, pour infirmer une vérité historique sur des personnages et utiliser ça à outil de comparaison pour dévaloriser finalement
malheureusement sur Internet, c'est souvent pour dévaloriser l'histoire occidentale, c'est-à-dire dévaloriser l'Occident, avec des outils de comparaison qui finalement ne sont pas du tout comparables, tant sur les valeurs, la philosophie, les religions, etc. Donc pour terminer sur ce petit exemple assez amusant, très clair, ce monsieur était d'origine certainement musulmane, puisqu'il a fait tout de suite, il a tout de suite amené le thème sur la religion, sur Dieu, etc., alors que c'était pas du tout la thématique à l'origine. Et de ce fait, se retrouver en face de ce genre d'individu qui, à un moment donné, on se rend compte que c'est soit du troll, comme on les appelle, mais c'est des trolls qui ne sont pas du tout habiles, mais qui réussissent ou qui vont essayer de toujours contrecarrer vos arguments, voire même en arriver à être un petit peu agressif et vous prendre de haut parce que vous avez l'audace de l'affronter, de faire une joute, de faire un débat d'idées et d'arguments où en général ces gens-là majoritairement finissent par abandonner et ne pas continuer leur débat, si ce n'est peut-être continuer avec des insultes. Or celui-ci finalement a fini par ne pas répondre, plus répondre parce que de toute façon il n'avait plus rien à répondre si ce n'est par ses idées, ses principes idéologiques très d'influence religieuse, il faut bien l'admettre. Mais voilà, si vous avez l'habitude de naviguer sur Internet, etc., je vous invite toujours à faire très attention à ces affirmations, à ces outils de comparaison, dont on voit d'ailleurs très souvent ici aux États-Unis des propos qui comparent Adolf Hitler à Donald Trump ou Donald Trump à Adolf Hitler, etc., alors que ce sont des personnages qui n'ont absolument aucun lien, je veux dire aucun, mais ça sert la soupe d'une haine envers Trump de faire ces amalgames et de faire ces raccourcis par rapport à des personnages historiques et surtout évidemment faire ces points Goldwyn. Je rappelle le point Goldwyn, comme on utilise très fréquemment aujourd'hui, c'est cette théorie d'un professeur américain, je crois, qui a établi que de plus en plus on avait tendance à faire usage d'outils de comparaison avec l'Allemagne nazie, avec le nazisme, avec la Seconde Guerre mondiale, pour tenir un propos et soutenir une thèse ou un constat contemporain dans ce qui fait appel finalement à l'inconscient collectif par rapport à un phénomène historique qui aujourd'hui est globalement connu d'une façon générale et pas dans le détail, et donc il y a une symbolisation du mal finalement, de l'obscène, du nauséabond, de l'horrible, dès qu'on le terme nazi, le terme nazi, tout de suite dans l'inconscient collectif, c'est la référence du mal, c'est la référence de l'innommable, de l'ignoble. Même si on va dans le détail, eh bien on verrait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, qu'il y a même des implications, et je fais référence là d'ailleurs à ma vidéo sur le machin, ma vidéo sur l'Union européenne, où on constate que finalement, dans la période nazie, dans le développement de l'Allemagne nazie, il n'y avait pas que du mauvais, finalement, puisqu'on a quand même piqué, autant sur le plan scientifique que politique ou géopolitique, on a repris quand même pas mal d'idées de cette période, mais évidemment ça faut éviter que l'opinion publique en prenne conscience, parce que il faut garder absolument l'image dans l'inconscient collectif de cette référence du mal pour pouvoir servir parfois des outils de comparaison et d'argumentaire. C'est ce que d'ailleurs souvent sont utilisés de plus en plus aujourd'hui contre Donald Trump. Aux États-Unis, on fait souvent d'ailleurs appel à des références du nazisme pour mettre sur le dos de Donald Trump beaucoup de choses négatives finalement. Alors que finalement, si on fait une revue en détail de la gestion au pouvoir des démocrates aux États-Unis, on trouvera des décisions et des choix politiques qui sont exactement les mêmes qu'ont pu prendre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ou même pendant la période du Troisième Reich. Qu'on soit bien clair là-dessus, surtout que les Américains,
Si aujourd'hui les Américains s'enorgueillissent de pouvoir avoir été sur la Lune, c'est quand même grâce à un monsieur qui s'appelle Von Braun, et qui était quand même un scientifique allemand que les Américains ont récupéré, alors que monsieur Von Braun était cet ingénieur qui a travaillé sur les V1 et les V2, hein, quand même. Hein, ça c'est avéré, c'est de l'historique. Hein, donc voilà, c'était 3 petites informations, enfin surtout à retenir, donc à surveiller cette évolution concernant la suppression de l'argent liquide. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.